Bonjour, chers enseignants et chères enseignantes. Dans cette vidéo, on va vous parler de procès, mais pas n'importe quel procès, procès criminel. Souvent, la vision qu'on se fait d'un procès, c'est influencé par ce qu'on voit à la télé. Aujourd'hui, on va tenter de vous donner le meilleur portrait possible. Pour commencer, le juge, il n'y a pas de maillet. Les procès devant jury, c'est assez rare. Les témoins surprises, les grandes révélations mi-procès, c'est pas vraiment possible dans la vraie vie. Donc, quand les portes de la salle d'audience s'ouvrent avec fracas en plein milieu d'une plaidoirie, faut pas s'attendre aux grandes révélations d'un témoin surprise. Faut juste appeler la sécurité. Comprendre le fonctionnement d'un procès va vous permettre d'être plus à l'aise pour parler d'actualité juridique avec vos élèves, mais aussi pour mettre en place une simulation de procès dans votre classe. Par exemple, un enseignant de français pourrait mettre en place un procès simulé en lien avec un roman policier qu'il a fait lire à ses élèves, puis évaluer leur communication orale. Ou un enseignant de CR pourrait simuler un procès historique ou actuel sous le thème de la justice. Bref, la seule limite est votre imagination. On va beaucoup insister sur le fait qu'on parle de procès criminels. En fait, c'est parce qu'il existe d'autres domaines de droit, comme le droit civil, et que les procès sont bien différents d'un domaine à l'autre. Si vous voulez en savoir plus sur les domaines de droit et le système de justice en général, vous pouvez aller voir notre vidéo « Introduction au droit québécois et canadien » en cliquant sur le lien qui se trouve... je pense que j'ai laissé le lien dans mon local. Non, c'est bon, je l'ai mis en bas de la page. Merci. Pour garder ça simple, on peut dire que le droit criminel vise à protéger la population de plusieurs comportements considérés comme nuisibles et pour assurer le maintien des valeurs de la société. Par exemple, au Canada, il est interdit de tuer quelqu'un ou de voler des biens. J'espère vraiment qu'on vous apprend rien ici. Les procès criminels sont les seuls à pouvoir se tenir devant un juge et un jury. Et encore, c'est loin d'être la majorité. Pour que ce soit devant un jury, il faut que ce soit un crime assez grave. Un jury, c'est un groupe de 12 citoyens qui vont écouter tout le procès et décider si l'accusé est coupable ou non. Si l'accusé est trouvé coupable, c'est le juge qui va déterminer la sentence de l'accusé et pas le jury. C'est important de garder en tête qu'en droit criminel, c'est pas la victime ou sa famille qui poursuit l'accusé. C'est l'État, qui est représenté par son propre avocat qu'on appelle le procureur aux poursuites criminelles et pénales. On l'appelle également procureur de la couronne ou encore la poursuite. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, il ne cherche pas à gagner le procès à tout prix, mais à s'assurer que la justice la plus complète soit rendue. Par exemple, s'il découvre une preuve qui innocente l'accusé, il doit abandonner les accusations. La poursuite a un fardeau de preuve très élevé. Ça veut dire que la preuve qui est présente au juge ou au jury doit pouvoir les convaincre, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé est coupable. Pourquoi? Eh bien parce qu'au Canada, un accusé est innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. J'entends déjà un des 7 William qu'il y a dans votre classe vous dire que c'est pas juste pour les victimes. Vous pourrez alors lui expliquer que la présomption d'innocence, c'est un principe tellement important au Canada qui est protégé à la fois par la Charte canadienne des droits et libertés, par le Code criminel et au Québec par la Charte des droits et libertés de la personne. En gros, ça veut dire que la société préfère vivre avec la possibilité de laisser en liberté des gens qui auraient commis des crimes plutôt que de prendre le risque de punir des innocents. D'ailleurs, ça peut être un sujet de débat très intéressant à voir en classe. Comme disait le grand Voltaire, il vaut mieux hasarder de sauver un coupable plutôt que de condamner un innocent. T'as lu Voltaire, toi? Seulement son roman le plus célèbre, dicocitation.fr. Normalement, on aurait aimé vous présenter les acteurs d'un procès, mais notre vidéo aurait été plus longue que Le Seigneur des Anneaux, puis il paraît que c'est pas super pédagogique. J'aurais quand même aimé ça de voir faire Gollum. Si vous voulez en savoir plus sur les acteurs d'un procès criminel, Éducalois a 2 trousses pédagogiques pour ça sur son site dédié à l'éducation juridique, éducationjuridique.ca. La première, procès simulé, acteurs et étapes, et la deuxième, les métiers de la loi. Il est temps de vous expliquer comment ça se passe, un vrai procès. D'abord, il faut savoir qu'il y a de nombreuses étapes et plusieurs mois entre le moment où des accusations sont portées contre une personne et le moment où le procès a lieu. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la comparution. C'est le moment où l'accusé plaide coupable ou non coupable. Bref, on n'abordera pas ces étapes parce qu'elles ne sont pas pertinentes pour la préparation d'un procès simulé. Le procès en soi, ça se passe pas mal tout le temps de la même façon. Il y a les mêmes grandes étapes qui sont suivies dans le même ordre. En fait, exactement comme une soirée de Saint-Valentin quand tu es dans un vieux couple. Pour nous aider à comprendre le déroulement d'un procès,
On peut voir chacune de ces étapes comme une partie distincte d'un texte argumentatif. Parce qu'en fait, c'est ça un procès. On veut convaincre les autres avec des arguments. Pour que nos arguments soient acceptés par tous, ils doivent être appuyés d'une source, d'un témoignage ou d'une preuve lors d'un procès. Ça fait changement d'une discussion Facebook avec votre tante Aline qui pense que les abeilles sont contrôlées par la 5G. Cette étape-là, c'est un peu l'équivalent du moment où vous expliquez les consignes aux élèves. Pour faciliter votre compréhension, nous allons vous présenter nos explications à l'aide d'un plan de la salle. Bon, si on regarde notre plan, il y a le juge, le jury, l'avocat de la défense, l'avocat de la poursuite, l'accusé et les témoins qui attendent sagement leur tour hors de la salle. Il y a aussi les autres acteurs qui s'occupent du bon déroulement du procès. L'huissier audiencier, le greffier audiencier et le constable spécial. Tout d'abord, toutes les personnes qui ont un rôle dans le procès s'installent. Ils ne s'assoient pas où ils veulent, mais bien selon des places définies. Le procès s'ouvre toujours avec cette fameuse phrase de l'huissier audiencier « Veuillez vous lever. La cour présidée par l'honorable juge Machin est ouverte. » Ensuite, le juge explique aux membres du jury, s'il y en a un, qui devront baser leur décision sur tout ce qu'ils auront vu et entendu durant le procès et seulement sur ça. En d'autres termes, si votre tante Aline fait partie du jury, elle ne pourra pas déclarer coupable un accusé parce qu'il lui fait penser au petit bum qu'elle n'aime pas dans son émission préférée. Finalement, le juge va rappeler aux membres du jury qu'ils doivent déclarer l'accusé coupable, juste s'ils en sont convaincus hors de tout doute raisonnable. Tout bon texte argumentatif contient une introduction, sujet amené, posé et divisé. Lors d'un procès, l'exposé préliminaire de la cause est en quelque sorte l'introduction. Avant de commencer à présenter la preuve, la poursuite va rappeler de quel crime est accusé l'accusé. Sujet posé. Puis, elle va résumer les faits qu'elle présentera, comme l'identité des témoins qui vont être entendus et les conclusions auxquelles le juge ou le jury devrait arriver selon elle. Sujet divisé. C'est ce qu'on appelle sa théorie de la cause. En fait, il n'y a pas de sujet amené, mais c'est vraiment juste parce que sinon, les avocats, ils feraient comme la majorité de vos élèves, puis ils finiraient par dire « Depuis la nuit des temps, la justice existe. » Après l'exposé préliminaire, on entre dans le vif du sujet, les arguments. Lors d'un procès, comme dans tout bon texte argumentatif, on ne peut rien avancer sans en avoir la preuve. Hein, ma tante Aline? Normalement, c'est la poursuite qui présente sa preuve en premier. Il faut savoir que les règles entourant la preuve sont nombreuses et parfois complexes. En fait, la preuve doit avoir été recueillie dans le respect des lois par les policiers durant leur enquête. Si elle n'a pas été recueillie correctement, la preuve pourrait ne pas être entendue au procès et, dans ce cas, ne serait pas considérée par le juge ou le jury dans leur décision. La preuve peut contenir différents éléments. Ça peut être des éléments matériels, comme des enregistrements ou une photo de traces de chaussures sur le terrain de la victime, par exemple. Nous avons trouvé des traces de souliers près de la victime. Est-ce que ces chaussures vous appartiennent, Monsieur Pepperoni? La preuve peut aussi être sous forme de témoignages qui sont présentés à la cour, soit par des témoins ordinaires qui rapportent ce qu'ils ont vu ou entendu, ou par des témoins experts qui donnent leur opinion sur un sujet technique pour éclairer le tribunal. En principe, le procureur de la poursuite pose des questions à son témoin en premier. Il doit lui poser des questions objectives qui ne vont pas influencer ses réponses. Par exemple, les questions ouvertes qui débutent par les fameux « qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi » sont souvent objectives. Comme on vient de voir, chaque témoin est d'abord interrogé par l'avocat qui l'a fait venir témoigner à la cour, ici par la poursuite. Ensuite, l'autre avocat, qui se nomme avocat de la défense, pourra poser ses questions au témoin durant ce qu'on appelle le contre-interrogatoire. L'avocat de la défense représente l'accusé. Son rôle, c'est de questionner la preuve et de soulever un doute raisonnable dans l'esprit du juge ou du jury. Mais surtout, c'est de s'assurer que les droits de l'accusé sont respectés. Les avocats de la défense peuvent avoir mauvaise réputation auprès de la population. Après tout, ils défendent parfois des criminels. Si vos élèves soulèvent cette question, tentez de les faire réfléchir sur ce qui pourrait se produire si l'accusé n'avait pas le droit de se faire représenter, de se faire aider par un avocat. Son procès serait-il réellement juste? Car après tout, tous sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Gardez le débat cordial, parce que comme disait Voltaire, la discorde est le plus grand mal du genre humain et la tolérance en est son seul remède. Slack sur Voltaire. Durant le contre-interrogatoire, les avocats ont le droit de poser des questions suggestives aux témoins. Suggestive dans le sens de non objective, pas dans le sens de un peu coquine. Oh! C'est à cette étape qu'ils tenteront de faire ressortir les contradictions
ou les mensonges du témoin pour attaquer sa crédibilité. L'objectif, c'est de pointer au juge ou au jury les faiblesses dans la preuve de la poursuite. Concrètement, chaque témoin sera interrogé puis contre-interrogé jusqu'à ce que la poursuite ait présenté toute sa preuve. Le procès ressemblera à un enchaînement d'étapes 1 et 2, puis des étapes 3 et 4 selon le nombre de témoins. Donc, s'il y a 2 témoins, ce sera 1, 2, 3, 4, 3, 4. Salsa. Il existe une foule d'objections qui peuvent être soulevées pendant un procès. Quelques-unes de ces règles de preuve pourraient être utilisées dans le cadre d'un procès simulé en classe. Après tout, c'est clair que vos élèves adoreront pouvoir intervenir avec un retentissant « Objection !» suivi, bien sûr, de la raison pour laquelle ils s'objectent. Objection! Comme disait Voltaire, moins fort, s'il te plaît. Par exemple, si l'avocat de la poursuite pose des questions suggestives à son témoin, comme « est-ce que » ou « n'est-il pas vrai que », l'avocat de la défense pourrait s'objecter. Le procureur de la poursuite devra alors tenter d'expliquer pourquoi il pense que l'objection est injustifiée. Au final, c'est le juge qui accorde ou refuse l'objection. S'il accorde, le procureur de la poursuite devra reformuler sa question pour qu'elle soit plus suggestive. Il faut savoir que dès qu'une objection est soulevée, l'avocat peut aussi retirer sa question et la reformuler sans que le juge n'ait à la trancher. Une autre objection souvent évoquée est le oui-dire. Le oui-dire, c'est lorsqu'un témoin affirme quelque chose dont il n'a pas eu personnellement connaissance, et c'est interdit. Cette déclaration est irrecevable. Le juge ou le jury ne pourra donc pas la considérer dans sa décision. Ça, vos élèves le comprennent très bien. Par exemple, élève A a entendu dire par élève B qu'il a vu élève C déclencher l'alarme d'incendie. La rumeur se répand et le directeur veut aller au fond des choses. Il fait venir élève A dans son bureau. Élève A lui dit qu'élève B a vu élève C déclencher l'alarme. Est-ce que son enquête va s'arrêter là? C'est sûr que non. Il fera ensuite venir élève B dans son bureau pour confirmer qu'il a bien vu élève C déclencher l'alarme. Le témoignage de l'élève A en lui-même ne peut pas être suffisant pour suspendre l'élève C. Il s'agit essentiellement des étapes 3 et 4, mais en inversant les rôles de la défense et de la poursuite. La défense peut présenter une preuve pour tenter de soulever le fameux doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, mais elle n'est pas obligée de le faire. Il faut rappeler que l'accusé n'est pas non plus obligé de témoigner puisque la loi lui garantit le droit au silence. Le droit au silence, en fait, c'est un droit que vous aimeriez bien que vos 7 William utilisent en classe parfois. Article 11C. Tout inculpé a le droit de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche. Finalement, pour revenir à notre comparaison avec le texte argumentatif, nous sommes arrivés à la conclusion, c'est-à-dire au rappel de la thèse et des arguments. Dans un procès, cette étape s'appelle les plaidoiries. Pour favoriser la prise de parole par le plus grand nombre d'élèves possible, les plaidoiries peuvent être faites par des élèves différents. Elles peuvent être préparées en avance, mais peuvent aussi être ajustées selon ce qui a été dit pendant les interrogatoires et les contre-interrogatoires. La plaidoirie, c'est le moment où les avocats résument tout ce qui a été dit pendant le procès qui était en faveur de leur théorie. Cette étape est très importante, surtout lorsque les procès durent plusieurs jours. Grâce aux plaidoiries, on s'assure que tous les éléments de preuve sont clairs et frais dans la tête du juge ou du jury. C'est la dernière chance qu'ont les avocats de les convaincre. Une fois les plaidoiries complétées, le procès en tant que tel est terminé. Mais c'est pas fini pour autant. Vos élèves jurés n'ont pas encore eu leur moment de gloire. S'il n'y a pas de jury, le juge peut annoncer sa décision sur le champ ou prendre la décision en délibéré, donc prendre du temps après le procès pour analyser la preuve qui a été présentée et rendre sa décision. S'il y a un jury, les 12 membres doivent délibérer ensemble pour prendre une décision. Ils se déplacent dans une autre salle du palais de justice pour discuter en privé. Les membres du jury doivent arriver à une décision qui est unanime, c'est-à-dire qu'ils doivent être tous d'accord. Pour aider le jury dans sa réflexion, le juge doit leur rappeler les règles. Ils doivent se baser sur l'ensemble de la preuve et des témoignages qu'ils ont vus et entendus lors du procès, mais sur rien d'autre. Il faut aussi leur rappeler que pour pouvoir déclarer l'accusé coupable, il faut qu'ils en soient convaincus hors de tout doute raisonnable. Sinon, ils doivent l'acquitter. Bon, là, vos élèves vont avoir beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord? S'il y en a un ou deux têtus là, qui ne se laissent pas convaincre? Bien, c'est simple. On continue à discuter. Si le jury n'arrive pas à une conclusion unanime la journée même, on les déplace vers un hôtel et ils continuent.
Ça peut durer plusieurs jours si nécessaire. Le record au Québec, c'est 21 jours. Le juge peut même revenir, donner à nouveau les consignes, répondre aux questions des jurés et rappeler certains faits. Mais les jurés doivent absolument être unanimes et pas juste sur le fait que c'est le fun de passer du temps à la piscine de l'hôtel. Quand le jury a terminé de délibérer, des jurés doivent annoncer leur verdict. Cette étape est plutôt simple. Le juge leur demande quel est le verdict et le porte-parole répond coupable ou non coupable. Si l'accusé est non coupable, le procès se termine. Par contre, s'il est trouvé coupable, le juge devra ensuite déterminer la peine. C'est au juge d'imposer la peine, mais les avocats peuvent donner leur avis. Attention, le juge n'est pas libre de choisir la peine qui lui chante. Il doit notamment respecter les peines minimales ou maximales prévues dans le Code criminel et se référer aux décisions rendues par d'autres juges dans des situations similaires. Et voilà! C'était probablement beaucoup d'informations à retenir. Bien, on espère que ça vous a au moins un peu éclairé. Pour en apprendre plus sur vos droits, le système de justice, visitez notre site educaloi.qc.ca, sur lequel vous trouverez des centaines d'articles qui vulgarisent la loi. Pour plus d'activités pédagogiques ou pour demander de recevoir gratuitement un juriste bénévole dans votre classe, rendez-vous sur educationjuridique.ca. La justice est un sujet dont tous aiment débattre, et vos élèves aussi. Voici quelques idées pour votre classe. En ce qui concerne les peines minimales ou maximales, le cas de Robert Latimer, où un père a été accusé du meurtre de sa fille handicapée et a été condamné à plusieurs années de prison. Il y a eu une énorme controverse entourant cette affaire. Le père a tué sa fille souffrante par compassion et les gens ne voulaient pas qu'il aille en prison. Pas même le jury. Par contre, vu que le Code criminel prévoyait une peine minimale pour le meurtre au second degré, il a tout de même été condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Il serait intéressant de voir ce que vos élèves en pensent. En ce qui a trait aux droits de l'accusé, le droit à un procès dans des délais raisonnables a donné lieu à l'arrêt Jordan et à beaucoup de grogne dans le public. Essentiellement, cet arrêt prévoit des délais très précis que le procureur de la Couronne doit respecter entre le moment où des accusations sont portées contre une personne et le moment de son procès. L'objectif est de limiter le délai durant lequel un accusé, présumé innocent, a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête et est parfois même détenu. Si les délais sont trop longs, l'accusé peut demander au tribunal d'abandonner les procédures contre lui et le juge devra accorder sa demande si le retard n'est pas justifié. Est-ce que la protection du public n'est pas plus importante selon vos élèves? Mais si c'était une personne accusée à tort et qui était prise dans le processus judiciaire depuis des années, ne mériterait-elle pas que son dossier soit entendu rapidement? Voilà! Et pour plus de citations de Voltaire, visitez le www. Laurence, ça va faire. À bientôt pour notre prochain cours. Je suis vraiment désolée.